Oh là là, comme c'est beau ce tableau, Alexandre. Le lac, ça inspire tout le monde. Ouais, moi je pourrais m'y perdre pendant des heures, j'avoue. Ouais, tu vas rester encore un petit peu avec nous. Et vous aussi à la maison, regardez ce tableau de Marion Giranec, artiste peintre, pas de chez nous, mais elle s'est inspirée de notre région pour peindre. Elle s'appelle la Don Quichotte de la peinture. Ah bon ? Pourquoi ? On saura tout à l'heure, on va lui poser la question, Alexandre. Ah, et toi, j'espère. Tu vas où ? Le lac, justement, Andrea, il est représenté à travers 100 cartes différentes qui, à travers les siècles, ont représenté le Léman. C'est la nouvelle exposition au musée du Léman. J'y cours, j'y vole, j'y navigue plutôt. Oui, vas-y, petit matelot, à tout à l'heure. On va vous installer ici dans nos studios. Eh bien, fais voir ta région. C'est parti, c'est jeudi, c'est culture. Du lac aux montagnes, notre district est à l'honneur aujourd'hui en culture, en peinture, en exposition. Direction le musée du Léman. Où est-ce que tu es arrivé à bon port, Alexandre ? Et oui, Andrea, j'y suis. Regarde, voilà, les 100 cartes qui représentent le Léman ici, elles sont là. Mais je vais te montrer autre chose parce que cette exposition, le vernissage a lieu ce soir et les dernières finitions sont en cours. Regarde, voilà, derrière moi, il y a Mélanie Bunel. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors Mélanie, vous êtes en train de finir justement cette œuvre qui est la vôtre et qui présente l'entrée en matière de cette exposition sur les cartes du Léman. Racontez-moi un petit peu, quel a été votre travail? Qu'est-ce qui vous a inspiré là-dedans? Ce qui m'a inspiré, tout d'abord, c'est la thématique de la cartographie qu'on m'a donnée, que le musée m'a donné suite à la prochaine exposition, et surtout l'imaginaire et les explorateurs du Léman. En fait, tous ces personnages qui sont venus chercher, montrer, raconter l'histoire de la carte. Donc le Léman, pour vous, c'est l'exploration, c'est ça? Exactement, la recherche, la conquête, l'exploration. Du travail de peinture. Ah oui, l'imaginaire, oui. Et le travail de peinture et de collage alors aussi. Voilà, principalement c'est du collage. Ouais. Et après par-dessus, je viens rajouter ma peinture et mes teintes. Bon, rassurez-nous, ça va être prêt ce soir. On y est bientôt là. On y est franchement bientôt. Bon, très bien. Alors je vais vous laisser travailler. Merci beaucoup Mélanie. Et puis à tout de suite, Andrea. Voilà, on va pénétrer dans cette exposition. Je te raconte tout après. À tout à l'heure, Alexandre. Oui, le Léman qui inspire les artistes de chez nous, mais pas que. Notre invité du jour, justement, parle le Léman, mais aussi notre région qui est à l'honneur au travers de ces tableaux. On reçoit Marion Giranec. Bonjour Marion, bienvenue. Et nous, bonjour. On est ravis de vous recevoir. Installez-vous. Merci. Bienvenue. Vous vernissez aussi ce soir. Demain soir. Demain soir. Je me suis voilà. Très bien. Soir. Du 12 octobre au 3 novembre. Ça, c'est juste. Voilà. Pour 3 semaines, parce que c'est un petit peu la particularité de cette exposition. Vous y allez avec votre atelier. Donc, le public va venir à votre rencontre. Vous exposez, vous peignez sur place. Pourquoi la volonté, justement, de vouloir aller à la rencontre de votre public et qu'ils viennent surtout à votre rencontre à la Galerie Esquisse à Nyon? Parce que c'est quand même une région que j'ai à cœur. J'ai vécu notamment entre Genève et Bougies-Villars un temps quand j'étais enfant. Donc je passais souvent par Rolle, Nyon, Coppet. C'est vraiment une région que je connais depuis toujours. Et puis j'ai aussi beaucoup de gens qui me suivent depuis longtemps habitant cette région. Donc je me suis dit, au lieu qu'eux soient obligés de se déplacer jusque loin dans mes montagnes neuchâteloises, c'est moi qui vais venir à eux. Et je vais avoir une sorte de bottega en quelque sorte, une sorte d'atelier d'artiste comme on les faisait à la Renaissance, où j'installerai tout mon matériel. En plus, je serai en vitrine, on verra comment ça se passe, où les gens pourront me voir en fait travailler sur divers sujets de commandes que je dois honorer d'ici la fin de cette année. 26 tableaux ont été réalisés pour cette exposition, on va en parler d'ici quelques instants. Donc, vous avez en tête de créer ces tableaux-là justement en vitrine. Qu'est-ce qui va être fait? Par rapport à Quels sont les tableaux que vous allez peindre sur place, justement? Qu'est-ce que vous avez en tête de réaliser en vitrine face au public? Alors, il y aura probablement des tableaux pour la prochaine exposition qui aura lieu à l'Arboretum de 1, 2, 3, je vais y arriver, j'oublie toujours d'Aubonne, excusez-moi. Pourtant, c'est un rendez-vous assez habituel. Et là, il s'agira en fait plutôt de botanique. De style japonisant, dont certains tableaux seront aussi présents dans l'exposition nyonnaise. Et puis, il y aura aussi des commandes de particuliers. Je devrais, par exemple, honorer une commande qui représente Martigny, d'autres commandes qui vont peut-être représenter, cette fois-ci, des maisons de particuliers. Donc, c'est assez varié. Je vais aussi travailler pour la CIIP, donc l'instruction publique, pour faire des
des illustrations pour la prochaine brochure de français. Oui, on va rentrer un petit peu dans votre univers. Ces commandes, justement, elles font partie de votre travail. On vous avait reçu sur notre plateau puisque vous aviez répondu à la demande de Laurent Miéville lorsqu'il était rentré à la présidence du Grand Conseil vaudois en faisant justement un tableau qu'il avait commandé pour vous. Mais vous me parlez de votre attachement à cette région puisque vous y avez vécu. Qu'est-ce qui vous plaît chez nous dans les paysages de chez nous ? C'est la variété, c'est-à-dire qu'on a cet aspect à la fois policé et très citadin qui est proche du lac, et puis en même temps on peut se retrouver dans un endroit extrêmement sauvage, extrêmement perdu, dès qu'on explore le Jura, ou dès qu'on perd de vue, je dirais, de manière générale, le lac. Et il y a vraiment le lac et la montagne, il y a toutes les possibilités de paysage, il y a la vigne aussi, et en même temps l'aspect plus paysan des vaches et de l'agriculture traditionnelle. C'est formidable. Il y a aussi de nombreuses églises de type romane qui sont encore donc de la période clunisienne qui sont à visiter. Enfin, il y a vraiment des trésors de tout type pour ceux qui voudraient un peu mieux explorer le district de Nyon. Ouais, comment vous avez fait justement pour travailler sur cette exposition-là? Si on prend par exemple l'exemple de ce tableau-là, ouais. Vous me disiez qu'il y a 26 tableaux qui ont été réalisés justement pour cette exposition en particulier, mais ça a été un travail très condensé. Hein. On s'était vu il y a une année. Oui. Vous me disiez, j'espère justement avoir une exposition chez vous, et puis 26 tableaux sont nés, 26 tableaux sont sortis. Ouais. Comment ça s'est fait ce travail-là? C'est intense. Alors d'abord, au printemps dernier, je suis allée à travers Mons et Vaud, par Mons et par Vaud, devrais-je dire plutôt, pardon, dans le district. Donc vous êtes parti dans votre van? Voilà, explorer. Je suis partie avec mon chien explorer tout ça, m'arrêtant de ci, de là, prenant des photos, prenant des croquis parfois aussi. Malheureusement, le climat n'était pas toujours très propice. Il y avait des pluies, si vous vous en rappelez, au printemps. Donc souvent, c'était dans des conditions un peu extrêmes, notamment par exemple à Mont-sur-Rôle quand j'y étais. Et puis une fois que toute cette matière de recherche a été prise, le printemps est propice pour cette recherche parce que les arbres n'ont pas encore de feuilles, donc on voit bien les bâtiments, on voit bien aussi la structure des arbres. Et une fois qu'on a cette matière, retour à l'atelier, et de mémoire d'abord, puis ensuite, grâce aux photographies, je vais composer des tableaux. Alors je vais les choisir d'après des formats, c'est-à-dire que j'aime bien travailler des formats soit allongés, comme ceux qui sont présents ici sur le plateau, soit verticaux, soit carrés. J'aime pas trop les formats, on va dire, classiques rectangulaires. Et vous avez une préférence, justement? Peut-être ces verticaux, ces horizontaux, ces carrés? Ça dépend le sujet, honnêtement. Mais ces derniers temps, j'avais une prédilection pour les formats verticaux. Pour une question aussi toute bête, c'est qu'on vit dans des appartements plus bas de plafond, avec beaucoup de baies vitrées et peu de place, finalement, sur les murs. Et je me suis rendu compte que ces tableaux créer en fait une compensation de cet aspect oppressant parfois des grandes pièces avec des plafonds plutôt bas dans les maisons actuelles ou les immeubles actuels. C'est fou, en vous écoutant parler, on a l'impression que tout est très pensé, réfléchi de manière presque scientifique, architecturale aussi, et ça a peut-être un lien avec vos origines, votre histoire, votre papa notamment qui était architecte, qui peignait aussi. C'est lui qui vous a transmis cette passion de la peinture ? Oui, il m'a déjà trimballé, donc quand je parlais de mon enfance, il me trimballait à travers tout le district avec sa caisse à peinture et je peignais à côté de lui. Donc j'ai passé des heures en fait dans tous ces villages et quand j'y suis retournée rapidement, mais je les avais déjà en tête depuis un moment. Et en fait, c'est en le regardant dessiner que j'ai appris aussi. Et puis on a beaucoup discuté d'architecture, de proportions, d'esthétique. Et c'est à travers ça en fait que j'aimerais rendre aussi hommage au district, c'est de montrer la beauté de l'architecture vernaculaire, donc l'architecture locale, pour, disons, donner réponse à ce qu'on fait aujourd'hui dans le côté trop homogène, trop cubiste. Et trouver les justes proportions, l'équilibre. Mais qui est trop cubiste? Les artistes, notre manière à nous de penser, de voir le monde? Je dirais que c'est une question purement économique. C'est plus simple aujourd'hui de construire les maisons qu'on construit et les immeubles parce que ça correspond à des... comment dire? Ça veut dire quoi? Que le monde est trop simpliste? On choisit toujours la facilité, c'est ça? On va choisir des réponses à court terme. Actuellement, il est plus simple d'acheter des fenêtres ou des portes déjà faites où on a par exemple des questions économiques de maximiser les étages. Donc les normes minimales normalement de plafond étaient à 2,50 m. Actuellement, elles sont à 2,40 m.
pour maximiser évidemment le nombre d'étages que l'on peut mettre. Alors qu'au 19e, même les appartements, les immeubles ouvriers étaient à 3 mètres. Pourquoi ? Parce qu'on voulait faire circuler l'air et les fenêtres avaient une proportion plus verticale. Et donc elles apportaient de la lumière plus loin dans l'appartement. Par exemple, c'est un exemple comme un autre. Donc ce serait plus simple de vous l'expliquer en dessinant que par les mots. C'est pas toujours évident. Mais on va dire que l'économie a créé des normes, a normalisé, je dirais, tout ce qui nous entoure, et que moi j'essaye de promouvoir une spécificité de chaque région, de chaque personne. Pour moi, les maisons, c'est comme des êtres humains. Elles ont tout un visage différent. Elles devraient justement représenter cette variété. On ne devrait pas avoir que des lignes droites ou des plans quadrillés sur lesquels implanter nos immeubles. Chaque paysage, chaque maison raconte son histoire. Voilà, on s'implante. On va s'intéresser à une autre histoire, si vous le voulez bien, Marion. C'est celle du lac qui est en ta compagnie, Alexandre. On retourne à toi justement pour visiter justement ces lieux. Alors, vous introduisez cette expression en disant « ceci n'est pas une exposition de cartes, ceci est un portrait du Léman ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui va nous intéresser dans toutes ces cartes, c'est pas tellement les données techniques, le nom du cartographe, telle façon de faire des cartes, mais c'est vraiment toutes les histoires qu'elles nous permettent de nous raconter. Ouais. Chaque carte est une sorte de fenêtre dans laquelle on ouvre et puis qui nous permet de raconter des histoires. Alors, tout commence ici, justement. Là, on est au temps romain. On est en quel siècle? Et puis, où est-ce que tout commence pour notre Léman? C'est la première carte sur laquelle apparaît le lac. Et effectivement, on est au 1er siècle, sous l'empereur Auguste. Alors, il est juste ici, le lac. Exactement. Et donc, c'est une carte qui représente le réseau routier de l'Empire romain. Et donc, on voit les mers, les fleuves et effectivement le lac, qui est appelé ici lac de Lausanne. Oh, Lacus Lausannette, c'est ça. Exactement. Bon, ça va faire froncer quelques sourcils, j'imagine. Alors, là, on est justement au temps romain. Et puis ici, qu'est-ce que ça dit de la suite, justement, de la représentation du Léman? On est dans le Léman à l'envers. Expliquez-nous. Et oui, le Léman à l'envers, et c'est un titre un peu provocateur parce qu'en fait, il est à l'envers selon les conventions d'aujourd'hui. Mais pour le XVIIe siècle, il est dans le bon sens parce que on oriente les cartes, c'est-à-dire qu'on les fait pour qu'elles aillent en direction de l'Orient, et donc le lac est en direction de Jérusalem. C'est pour ça qu'il est dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on a ce croissant de lune, en fait, inversé selon les représentations de l'époque. Exactement, inversé pour nous, mais tellement normal à cette époque-là. Ouais, à cette époque-là. Et puis après, comment est-ce que tout ça se développe, Lionel? Eh bien, effectivement, les cartographes vont avancer dans leur technique, dans leur savoir-faire, et on voit très bien ici avec ce dessin que le contour se précise à partir de la fin du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle pour arriver à peu près à un lac d'une forme parfaite. On discutait, on rigolait justement de l'origine. Alors, lac de Genève, lac Léman, lac de Lausanne, selon les Romains. Mais l'appartenance a été diverse. Et ici, je crois qu'on a une carte qui va plaire à tout le monde. Alors, à part aux Nyonnais, mais effectivement, on voit que ce cartographe qui ne voulait fâcher personne a écrit lac de Genève, de Morges, d'Autonie, d'Évian, de Vevey, de Lausanne et de Léman. Au fil des siècles, qu'est-ce qui se raconte sur le Léman? Qu'est-ce que ces cartes nous permettent de dire, de savoir? Eh bien, elles nous permettent de voir comment on pense le monde. Par exemple, la carte là-bas, tous les villages sont répertoriés en fonction des religions des villages. Ça nous permet de voir comment on a évacué et tracé la frontière qui est au milieu du lac, qui a été décidée au XVIe siècle. On a décidé qu'une frontière passait au milieu. Là, c'est la plus ancienne carte sur laquelle on voit ce tracé. Et puis après, il a fallu presque 4 ou 5 siècles pour qu'on arrive à un tracé précis. Et là, on a ici la carte de la convention entre la Suisse et la France qui décide du tracé précis de cette frontière. C'était seulement en 1953 que ça a été fait. Voilà, et justement là, on voit le travail des cartographes, des géographes, à travers justement pour dessiner cette frontière. Comment ça s'est passé? Ouais, alors, en fait, Paris et Berne ont chacun nommé un ingénieur qui se sont rencontrés et qui ont décidé, pour tracer cette frontière et que ce soit juste entre les deux pays, de faire ces cercles. Je crois qu'il y en a 70, et ensuite de prendre une ligne qui va prendre le milieu de chaque cercle. Ouais. Alors, on a à la fois, le côté géographique, la forme du lac, les frontières, mais il y a plein d'autres choses aussi à voir.
On va pas te montrer les 100 cartes, hein, Andrea, parce que sinon on dévoilerait toute l'exposition. Mais on va aller juste là-bas après avec Lionel pour parler aussi de la place du Léman dans le monde. À tout de suite. Alexandre, on se réjouit de suivre cette visite en ta compagnie, Marion. Vous avez l'air ravie. Oui, parce que c'est très intéressant de voir les cartes dessinées de l'époque et ça reprend aussi le travail des artistes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est très influencé par la photographie et par évidemment la machine, les ordinateurs qui peuvent ensuite détecter de manière précise et parfaite des dimensions. Mais dans l'œil humain, dans le cerveau humain, on a tous une manière de se représenter un lieu. Et c'est aussi à travers ça que je travaille pour représenter des villes, mais aussi j'ai fait quelques vues du Léman, notamment du bout du Léman, où j'ai triché pour quelque part représenter ce qui me semblait le plus caractéristique. C'est vrai, j'ai du mal à vous croire, Marion, en vous écoutant, que vous vous permettez comme ça d'aller à l'imagination. J'ai l'impression que tout est à chaque fois très précis chez vous. Non, parce que je pars d'une réalité, mais ensuite je la transforme complètement. Donc tous les tableaux sont en réalité complètement imaginaires. Même la vue que vous avez ici de la Dôle est en réalité un condensé de ce qu'on peut voir depuis ce point de vue. N'existe pas quelque part. Ouais. Bon, chez nous, tout est très beau, hein, si on voit ces paysages. C'est toujours facile de peindre la beauté, non ? Alors, oui et non. Je dirais que ce qui est difficile quand on est dans des villages notamment, ou même dans des lieux très beaux, c'est qu'il y a toujours des choses qui arrêtent le regard, des poteaux électriques, des panneaux signalétiques, des bâtiments disgracieux, etc. Et c'est de ça qu'il faut justement se défaire. Ou c'est là où l'imagination rentre en compte, justement. Pas seulement, il y a aussi le jeu de rajouter des arbres, d'en enlever certains pour montrer quelque chose, d'écraser un peu des fois des vues pour que tout rentre dans le format, de faire des raccourcis des fois assez terribles. Et puis, par exemple, dans le deuxième tableau que je vous ai amené sur Nyon, j'ai décidé de refaire complètement le portail de ce temple. C'est aussi un des autres... on va dire, thème que j'aime bien aborder, c'est de mettre en avant les églises, mais pas forcément comme des lieux d'un culte particulier, mais comme un lieu spirituel en général, où utopiquement, j'aimerais bien que tout le monde puisse venir simplement pour y trouver la paix, le recueillement, la tranquillité, voire y célébrer des événements importants de vie, sans forcément appartenir à l'un ou l'autre des cultes officiellement présentés. Et là, en l'occurrence, c'est la sobriété protestante que j'attaque un petit peu parce que je trouve qu'elle est un peu disgracieuse par rapport à l'aspect du temple actuel. Donc j'ai décidé de complètement refaire cette entrée. Ouais, un art engagé. Est-ce que c'est pas un peu culotté, gonflé de finalement refaire le monde ? Est-ce que l'artiste, il se prend pas peut-être aussi un peu pour Dieu ou il refait toutes les choses à sa façon ? Non, je pense que c'est au contraire juste une façon de proposer d'autres solutions, de proposer d'autres points de vue. On est plus que jamais dans ces idées de l'IA qui, soi-disant, réglerait toutes sortes de choses. Mais l'IA n'est qu'une suite d'algorithmes qui va répéter ce qui existe déjà et qui va les condenser. Donc vous n'y croyez pas à l'IA, par exemple ? Pas du tout. C'est pas elle, en tout cas, qui va m'enlever du travail, qui va enlever le travail de création. Elle va peut-être réduire la place de certains types de dessins qui sont, eux, très conventionnels et très répétitifs. Mais c'est quand même intéressant de l'utiliser peut-être aussi avec cette précision que vous recherchez au travers de l'histoire. Non, parce que le cerveau humain, l'œil et le sol et la main sont les vrais outils. Si vous passez par l'informatique, en fait, vous perdez aussi l'aspect matériel et la réalité, le travail que fait le cerveau et l'imaginaire. Donc autant au départ, ça peut vous paraître un travail très pragmatique et carré et je dirais contrôlé, autant en réalité ce qui se passe, c'est totalement lâché. C'est totalement... Quand je commence un dessin, je ne sais pas toujours où je vais. Et tout d'un coup, il y a un personnage qui va apparaître. Tout d'un coup, il y a un bâtiment qui va décider d'être différent. Donc il y a quelque chose aussi de libre. Je me donne un cadre au début, parce qu'il faut, disons, avoir peut-être, ne serait-ce que pour que la perspective soit juste, mais à partir de là, je dépasse complètement mes limites. Tout est possible. Voilà, tout est possible. En voyage dans le temps avec vous, en tout cas, Marion, et vous dites je suis une sorte de Don Quichotte du néant, du désert. Pourquoi vous vous définissez comme ça ? Parce que je crois en des valeurs en termes d'esthétique qui apparemment ne sont de loin pas celles de la majorité, et j'essaie quand même de les promouvoir tant bien que mal à travers mon entourage et au maximum.
Marion, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un plaisir de vous avoir reçu. Et donc, à la maison, vous pourrez rencontrer Marion à la galerie Esquisse à Nyon. Rendez-vous du 12 octobre pour le vernissage et ce jusqu'au 3 novembre où vous pourrez même peut-être la voir peindre justement dans la galerie et au travers de la vitrine. À bientôt. Merci Marion. Restez là. On va profiter encore de l'exposition avec Alexandre, puisque ça vous plaît, on va pas se blâmer. Hein. Alexandre, justement, on change de pièce avec toi. Et oui, regarde, qu'il est beau notre lac, Andrea, n'est-ce pas? Voilà, ce magnifique croissant de lune, comme on le connaît aujourd'hui. Et on va explorer ensemble dans cette pièce, toujours avec Lionel Gauthier, conservateur au Musée du Léman, les profondeurs du lac, Lionel. Alors, qu'est-ce qui se situe derrière vous? Expliquez-moi tout. Eh bien, on a une photo fascinante. C'est l'équipe d'ingénieurs suisses qui a fait les relevés de profondeur dans le lac entre 1880 et 1885 et qui ont permis donc de connaître qu'est-ce qu'il y a sous l'eau, parce que c'était un mystère depuis tellement de millénaires, on avait envie de savoir ce qu'il y avait, et eux ont permis de donner une réponse. Et donc, on voit là dans la vitrine les objets qu'on retrouve sur la photo. Donc moi, personnellement, je trouve ça très émouvant de pouvoir voir les objets qui ont vraiment servi à cette campagne de sondage dans le lac dans les années 1880. Qu'est-ce qu'on y a découvert justement dans ces profondeurs? Qu'est-ce que ces cartes, qu'est-ce que ces objets nous disent justement des profondeurs du Léman? Eh bien, on nous dit que c'est un lac qui est particulièrement profond, 309 mètres et quelques de profondeur maximale. Et ça, avant, on ne le savait pas. On a une carte ici qui date du XVIIe siècle avec une inscription en latin qui dit que le lac est trop profond pour qu'on puisse le mesurer. Donc là, tout d'un coup, on résout un mystère scientifique. Et puis, on va commencer à pouvoir faire des cartes bathymétriques, comme on les appelle, donc des cartes des profondeurs. Et là, on a la première qui est réalisée grâce en fait au travail de ces ingénieurs. Et sur la carte, je sais pas, peut-être qu'on ne verra pas à l'écran, mais il y a tous ces petits points. Ça, c'est les 12 000 points qui ont été de sondages qui ont été faits à l'époque. D'accord, voilà les mystères donc des profondeurs de notre Léman. Le Léman qui inspire pas que les Suisses, mais qui inspire vraiment le monde entier, hein, Lionel. On va se diriger ici parce que on va voir que dans le monde, le Léman est une star. Pourquoi? Alors, c'est clairement une star pour plein de raisons scientifiques, artistiques, diplomatiques. Et donc, on voit par exemple sur cette map monde qui date du début du XXe siècle, qui est produite par des Français, il y a tous les parties du monde, et au milieu, tac, le paysage européen, c'est le lac de Genève. Ah oui, voilà, il y a marqué le lac de Genève. Voilà, c'est le retour de bâton, effectivement. Après le lac de Lausanne ou le lac de Beauvais, on a le lac de Genève. Mais c'est quoi qui fascine tant que ça? Parce qu'on voit aussi des objets juste à côté. Qu'est-ce qui fascine dans ce lac? Eh bien, c'est tout ce qui s'est passé sur ces rives et sur ces eaux dans l'histoire. Mais là, ce qu'on essaie de montrer avec cette vitrine, c'est qu'en fait, la forme du lac, elle participe probablement de sa célébrité. Parce qu'il a une femme extrêmement reconnaissable, belle, qu'on peut dessiner, dont on se souvient, qu'on peut décrire. Il y a des auteurs qui parlent de croissants, de virgules, de faucilles d'azur pour Théophile Gautier. Et du coup, en fait, on le reconnaît, on le met sur les cartes postales, sur les affiches, alors que d'autres lacs, par exemple le lac de Neuchâtel, a une forme beaucoup plus commune, moins reconnaissable. On va fâcher les Neuchâtelois. Voilà, mais... Bon, et Nyon dans tout ça, Lionel Gauthier, parce qu'on parle, voilà, le Léman, le lac de Lausanne, le lac de Genève, mais Nyon alors dans tout ça? Nyon forcément est partout puisqu'il y a des représentations du lac. On a quelques documents vraiment centrés sur Nyon, et celui-là est vraiment un des plus étonnants. En fait, c'est une carte qui a été faite à l'occasion d'un procès. Il y a un filet de pêche qui avait été arraché par un bateau à vapeur, on est en 1856, et donc un procès s'ouvre au tribunal de Nyon pour déterminer les responsabilités, et donc le pêcheur fait ce dessin pour expliquer ce qui s'est passé, où le bateau est passé, où il aurait dû passer, et puis avec les maisons de la rive pour pouvoir se repérer sur le lieu précis. Et voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Bon, t'imagines, Andrea, il y a tellement d'autres choses à dire sur le Léman, et notamment, il y a toute une partie qui représente aussi le Léman à travers l'art et à travers la bande dessinée. Mais ça, je t'en dis pas plus, parce qu'il va falloir venir voir l'exposition, justement, qui sera vernie ce soir, donc ce jeudi, et puis après, qui sera visible, hein, Lionel Gauthier. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut voir cette exposition? Jusqu'à fin août. Et voilà, jusqu'à fin août, la nouvelle exposition 100 cartes du Léman, ici, au Musée du Léman. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Alexandre, merci Lionel pour cette visite commentée, c'est toujours très intéressant. D'autres bons plans, d'autres dates à ne pas manquer pour ce week-end, c'est parti.
Les bons plans version 100% nyonnais à Nyon, donc au musée du Léman. Rendez-vous pour la nouvelle exposition temporaire intitulée « Ceci n'est pas une carte ». À voir dès ce jeudi 10 octobre. L'exposition dévoile une centaine de documents cartographiques qui tirent le portrait du lac. Une exposition de la géographie du Léman. À noter que plusieurs événements auront lieu en marge de l'exposition, notamment des ateliers de dessin les 17 novembre et 8 décembre, une course d'animation et d'orientation le 13 avril ou encore une randonnée pédestre au départ de Saint-Cergue pour surplomber le lac les 13 avril, 11 mai et 15 juin. Du côté musical, le légendaire guitariste brésilien José Barrense Dias, âgé de 92 ans, annonce la sortie de son nouvel album. Un premier single, Sarava, est disponible sur toutes les plateformes en ligne. Le vernissage de cet album aura lieu le 1er novembre à l'usine à gaz de Nyon. À ses côtés, Javan Bispo à la percussion et au chœur, Yara Barrense Dias. José Barrense Dias et Yara, la petite fille de José, ont un petit message pour nous. On les écoute. Saravá, vamos saravá. Saravá, olê, vamos saravá. Saravá, vamos saravá. Saravá, olê, vamos saravá. Vamos saravá. Qu'est-ce que veut dire Sarava? Sarava, dans l'étymologie, c'est la force qui anime la nature. C'est un mot très fort et qu'on emploie souvent à Bahia. Et ça, donc, ce qu'on vient de chanter, c'est le premier single de ton nouvel album, Sarava Bahia, disponible en CD et en vinyle, et que tu vas vernir à l'usine à gaz à Nyon le 1er novembre. Et je me réjouis de vous retrouver. Voilà un message tout en douceur. On reste à l'usine à gaz encore. Souvenez-vous d'ailleurs, l'institution qui célèbre cette année son 30e anniversaire. Elle innove avec des soirées originales comme ce vendredi 11 octobre. Rendez-vous à 19h30 et jusqu'à 22h30 avec un loto impro comique. La directrice de l'usine à gaz, Karine Grasset, nous en parlait sur le plateau. On va se donner rendez-vous à la salle communale de Nyon, qui est ce temple du loto. Et puis, c'est un spectacle à la fois de loto où les gens vont vraiment jouer et où les lots sont des lots immatériels délivrés sur le moment par des improvisateurs de génie que sont Tiffany Beauvais-Clamette, Blaise Berzinger et Grégoire Lerèche. Donc voilà, ça c'est une invention. On va expérimenter. Et on va expérimenter surtout tous ensemble. C'est tout pour les bons plans. Très bon week-end à tous. Profitez de ceux que vous aimez et on se retrouve à partir de lundi. Ciao, ciao! Iseo Santiago. Oh là là, tu me donnes le mal de mer. Ouais, je vogue sur le Léman. Bah oui, c'est cette expo au musée du Léman avec ses cartes qui me donnent envie de chanter. Et puis les peintures aussi de Marion Giranec qui représentent notre beau lac Léman. Oui, c'est vrai. C'était un moment tout en poésie et en douceur. Lundi, on revenait sur une cause qui nous tient tout particulièrement à cœur, octobre, le mois rose, mois de sensibilisation au cancer du sein. Et puis une Zumba caritative va avoir lieu du côté d'Aisin ce vendredi 11 octobre. Allez-y, c'est pour la bonne cause, organisée par l'association 7C. Et oui, on t'a même vu danser la Zumba, Andrea, effectivement. Et puis on a parlé de l'Euro de football féminin. Bah oui, vous savez, il va avoir lieu en Suisse, chez nous, l'année prochaine. C'est l'UEFA qui l'organise. L'UEFA a son siège à Nyon, donc c'était logique pour nous de poser la question, comment est-ce qu'on fait pour organiser un tel événement chez nous, en Suisse? Réponse en plateau, lundi. Mardi, FC Politique s'intéresse à Télédol. On donne la parole au côté français et au côté suisse. Mercredi, une lettre à la Poste. Ah oui, la Poste, bah oui, effectivement, qui a annoncé fermer plus de 170 bureaux de poste d'ici à 2028. La grogne monte du côté de Saint-Cergue qui ne veut absolument pas perdre sa poste, que ce soit la municipalité ou la population. Du coup, on a ouvert le débat en plateau. Ouais.
Véritable machine de guerre qui se met en place. On a l'impression que c'est David contre Goliath, un combat impossible, mais que la municipalité tient justement à aller jusqu'au bout. Eh oui, le fédéralisme, c'est compliqué, Andrea, mais il y a des solutions qui existent depuis que les bureaux de poste de certaines communes de l'industrie ont disparu, notamment à Genolier. C'est l'épicerie qui a repris, il y a une dizaine d'années, le service de poste. Comment ça marche? Est-ce que ça suffit dans les petites communes? Eh bien, réponse dans cette émission de mercredi. C'est tout pour cette semaine. On se réjouit de vous retrouver à partir de lundi. Très bon week-end à tous. Ciao, bon ciao. week-end.